La plupart des gens pensent encore que le système bancaire est une forteresse solide et bien capitalisée, comme si votre argent y entrait, s'y installait, et vous attendez patiemment, tel un golden retriever. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La vérité moins reluisante est la suivante. Une grande partie de ce que nous appelons argent n'est au fond que de la confiance assortie d'un reçu. Et lorsque cette confiance se fissure, des éléments qui paraissent anodins, comme l'argent métal, peuvent soudainement s'envoler comme frappés par la foudre. Car ce qui se passe actuellement sur le marché de l'argent n'est pas un rallye ordinaire. Ce n'est pas une petite hausse de quelques dollars que les commentateurs financiers peuvent ignorer avec un sourire. L'argent a littéralement explosé, avec des mouvements erratiques, propulsant l'ensemble de la discussion sur les métaux précieux dans une toute autre dimension. Et ce qui devrait vous préoccuper, ce n'est pas seulement cette flambée, c'est ce qu'elle révèle sur les rouages cachés du système. Bienvenue sur le réveil financier, où nous décryptons les mécanismes financiers qui impactent votre quotidien. Nous sommes ce mardi 27 janvier. Au moment où cet enregistrement est réalisé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour indiquer l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'apprécie toujours de voir la diversité des fuseaux horaires et la portée mondiale de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un phénomène qui secoue les marchés. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vous révélerai une erreur cruciale qui peut transformer une opération gagnante sur l'argent en une perte, même lorsque les prix grimpent. Voici notre feuille de route pour cette exploration. Premièrement, nous analyserons les récents mouvements de l'argent et pourquoi la distinction entre les prix au comptant spot et les contrats à terme future sème la confusion. Ensuite, nous examinerons les signaux envoyés par les négociants et les délais de livraison, des indicateurs bien plus pertinents que n'importe quelle bougie sur un graphique. Après cela, je traduirai les concepts de volatilité et d'écart type en langage simple pour vous aider à gérer vos émotions face aux fluctuations. Puis, nous prendrons du recul pour aborder le tableau macroéconomique, le problème de la confiance, l'endettement et la raison pour laquelle l'argent revient sans cesse sur le devant de la scène. Alors, restez attentifs. Commençons par le prix, car je sais que c'est ce que vous avez vérifié avant de cliquer. L'argent a récemment oscillé autour de 110 dollars l'once, après avoir dépassé les 117 dollars avant de redescendre brutalement. Ce type de mouvement explique pourquoi certains célèbrent, tandis que d'autres paniquent. Sur des marchés aussi rapides, les rumeurs se propagent plus vite que les faits. Vous avez probablement entendu la même histoire sous 10 formes différentes. Les petits investisseurs se débarrassent de leur argent, tout le monde encaisse, c'est le sommet. Bien sûr, certains vendront toujours lorsque les prix montent, c'est la nature humaine. Mais voici l'énigme qui devrait vous interpeller. Si le marché est inondé de ventes, pourquoi le prix a-t-il tout de même bondi? Si l'offre afflue, pourquoi l'action des prix suggère-t-elle que le marché est encore à vide? Cette contradiction est notre premier indice. Lorsqu'un prix monte en flèche, alors que les discussions indiquent que tout le monde vend, cela signifie généralement que la demande ne provient pas des acteurs dont on parle. Elle vient de poches plus profondes, de besoins plus importants et parfois de lieux auxquels on ne pense pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans un instant, je vous montrerai où cette demande se manifeste clairement. Tout d'abord, un rapide rappel. L'argent a un prix papier et une réalité physique. Trop souvent, les gens les mélangent comme s'ils étaient identiques. D'un côté, il y a le prix des contrats à terme, avec leur effet de levier, leur marge et leur flux massif. De l'autre, il y a le prix au comptant, le prix de référence que l'on cite en disant l'argent est à X dollars. Et enfin, il y a votre prix réel d'achat et de vente lorsque vous manipulez l'argent physique qui correspond au prix au comptant, plus ou moins une prime. Sur des marchés calmes, ces primes sont une légère contrariété. Sur des marchés sous tension, elles deviennent le cœur du problème. Actuellement, cette histoire de primes est retentissante. Sur certains marchés étrangers,
L'argent s'est négocié avec une prime à 2 chiffres par rapport au prix de référence standard, atteignant plus de 14 dollars selon certains rapports. Ce n'est pas normal. C'est le marché qui vous indique que le métal vaut plus cher à un endroit qu'à un autre. Et chaque fois que vous constatez un tel écart, vous devriez vous poser une question difficile. Pourquoi cette différence n'est-elle pas immédiatement arbitrée? La réponse réside généralement dans un mélange de friction, de disponibilité et d'urgence. C'est la première fissure dans le récit selon lequel tout va bien. Il est important de nuancer. Cette prime à l'étranger est réelle, mais cela ne signifie pas que tous les marchés physiques de la planète sont vides. Dans certains endroits, l'argent physique s'est même négocié à un rabais par rapport au prix des contrats à terme, ce qui indique que le marché papier peut s'emballer tandis que les marchés aux comptants locaux ralentissent. C'est précisément la raison pour laquelle je distingue ces concepts. Les contrats à terme peuvent être un jeu de levier, tandis que la tarification physique dépend de la demande locale, des marges locales et de la rapidité avec laquelle les négociants souhaitent se réapprovisionner. Abordons maintenant le ratio or-argent, un indicateur rapide pour évaluer l'ambiance générale du marché. L'or a dépassé les 5000 dollars l'once, tandis que l'argent avoisine les 110 dollars l'once, plaçant ce ratio autour des 45. Ce n'est plus le monde du 80 contre 1 que l'on a connu durant des années plus calmes. Mais ce n'est pas non plus le ratio ultra bas que l'on observe souvent lors de la phase finale d'une euphorie spéculative. En clair, ce mouvement est déjà bien avancé, mais le marché ne donne pas de signal clair de fin de cycle. Et c'est précisément pourquoi la prochaine phase pourrait surprendre tout le monde, qu'il soit acheteur ou vendeur. La plupart des gens recherchent un chiffre magique, un ratio unique, un graphique définitif, un tweet salvateur. L'argent ne fonctionne pas ainsi. L'argent se situe au carrefour complexe de la peur monétaire et de la réalité industrielle. Il peut se comporter comme une monnaie une semaine, puis comme une matière première industrielle la suivante. Cette double identité explique pourquoi il peut passer de l'indifférence à l'explosion si rapidement. Euh, Parlons maintenant des négociants. Au cours des dernières semaines, plusieurs d'entre eux ont publié des avis concernant une activité inhabituellement intense, des délais de livraison prolongés et la rupture de stock de certains types de produits. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'argent. C'est exagéré et généralement faux. Ce que je dis, c'est que le circuit d'approvisionnement se tend lorsque la demande explose et des circuits tendus engendrent des comportements étranges. Des listes de prévente, des dates de livraison à plusieurs semaines et des changements soudains de primes. C'est là que les rumeurs embrouillent les gens. Quelqu'un entend rupture de stock et achète en panique. Quelqu'un entend tout le monde vend et vend en panique. Ces deux réactions sont précisément la manière dont vous cédez votre avantage à quelqu'un de plus calme que vous. Sur des marchés comme celui-ci, on n'est pas récompensé pour le bruit, mais pour la discipline. Voici la règle pratique que j'applique. Ne négociez pas l'argent physique comme s'il s'agissait d'une action. Le physique implique des frictions et des écarts de prix. Vous pouvez avoir raison sur la direction du marché et quand même perdre de l'argent car vous avez payé une prime à l'achat, puis accepté une décote à la revente et ensuite, si vous changez d'avis, vous payez à nouveau la prime lors d'un pic de volatilité. Cet aller-retour peut vous ruiner. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous ayez acheté une pièce d'une once lorsque le prix au comptant était de 90 dollars et que votre coût total était de 100. Ensuite, le prix monte en flèche et vous vendez lorsque le prix au comptant est de 110 dollars, mais le prix de rachat que vous obtenez n'est que de 103 dollars, car le négociant se protège contre les risques.
Vous pensez avoir gagné 20 dollars, mais en réalité, vous n'avez gagné que 3 dollars. Puis l'argent baisse et vous rachetez en panique à un prix au comptant de 105 dollars, mais votre coût total est de 115 dollars parce que les primes ont augmenté. Félicitations, vous venez de transformer une opération gagnante en une opération perdante et vous l'avez fait vous-même. C'est pourquoi la stratégie la plus intelligente pour la plupart des gens est ennuyeuse. Achetez délibérément, conservez patiemment et si vous devez vendre, vendez intentionnellement avec un plan et non parce qu'une nouvelle ou un commentaire vous a effrayé. Et oui, vous devez toujours faire vos devoirs. Si vous vendez, comparez les offres de rachat. Ne vous contentez pas du premier prix qu'on vous propose. Si vous achetez, comparez le coût total, la réputation du vendeur, les délais de livraison et ce que vous obtenez réellement. Sur un marché rapide, les décisions négligentes sont sanctionnées. Voici comment j'aborde la recherche sur un marché rapide. Je souhaite que vous adoptiez cet état d'esprit et non nécessairement les étapes exactes. Premièrement, obtenez plusieurs devis pour le même type de produit au même moment car les primes peuvent changer en quelques heures. Deuxièmement, examinez la logistique. Si un négociant propose un excellent prix, mais que la livraison est prévue dans un mois, c'est une toute autre affaire qu'un métal expédié en 2 jours. Troisièmement, renseignez-vous sur les conditions en cas de changement d'avis. Quel est l'écart de prix? Quelle est la politique de rachat? Sur les marchés tendus, cet écart est un tueur silencieux. C'est ici que le récit devient intéressant. Beaucoup affirment que ce sont les petits investisseurs qui tirent les prix. Le commerce de détail peut amplifier un mouvement, certes, mais l'ampleur et la rapidité que nous avons observées suggèrent l'implication d'acteurs plus importants. Et je dis cela parce que le marché papier et le marché physique n'ont pas évolué de manière parfaitement synchronisée. Il y a des signes de tension sur l'accès au physique, même lorsque les flux papier ne ressemblent pas à une ruée unidirectionnelle. De plus, un détail clé est souvent ignoré. Certains rapports récents suggèrent que les achats les plus intenses ne proviennent pas nécessairement des grands acteurs de Wall Street. En fait, à certains moments, les positions sur les contrats à terme et les fonds semblaient indiquer des ventes nettes alors que le prix au comptant continuait de grimper. C'est étrange, jusqu'à ce que l'on réalise que différents groupes agissent pour différentes raisons. Lorsque vous observez cette divergence, cela suggère que le prix est tiré par un mélange de spéculation de détail dans certaines régions et d'urgence physique dans d'autres. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la découverte des prix devient désordonnée. Et lorsque la découverte des prix devient désordonnée, la volatilité devient une arme. Parlons de la volatilité, car c'est elle qui sépare ceux qui survivent à un mouvement de marché de ceux qui se font broyer. La volatilité implicite de l'argent a été extrêmement élevée par rapport à celle de l'or, ce qui signifie que le marché intègre des mouvements importants comme étant normaux. Ce n'est pas seulement un détail pour les options, c'est une étiquette d'avertissement pour le marché. Attendez-vous à de la violence. Ainsi, lorsque vous voyez un graphique qui ressemble à une ligne droite ascendante, ne supposez pas qu'il ne peut pas y avoir de correction. Il peut y en avoir, et il y en aura probablement. Les corrections font partie du mécanisme. Elles purgent l'effet de levier, punissent les acheteurs tardifs et testent les convictions. Le marché adore faire passer les gens trop confiants pour des idiots. C'est sa nature. Voici un cadre de pensée utile. Raisonnez en termes de fourchette et non de ligne droite. Lorsque la volatilité est élevée, le marché peut plausiblement osciller des environs de 90 dollars aux 130 dollars sur une courte période, sans pour autant briser la tendance de fond. Un tel mouvement semblerait fou sur l'écran de votre téléphone, mais en termes de volatilité, il peut rester dans une fourchette normale. Permettez-moi maintenant de traduire le concept d'écart type en langage courant. Le marché dit, en substance, compte tenu de la violence des mouvements récents, nous devons prévoir un éventail de résultats très large pour les prochaines semaines. Si vous deviez assurer l'argent en ce moment, vous factureriez cher
car le marché a fluctué si fortement que des mouvements que la plupart qualifieraient d'impossibles sont soudainement devenus monnaie courante. En termes pratiques, une fourchette d'un écart type peut être étonnamment large lors d'une flambée de l'argent. C'est pourquoi vous pouvez voir des prévisions qui placent le prix autour des 95 dollars à la baisse et des 130 ou 140 dollars à la hausse sur un mois, et ce n'est pas insensé. C'est simplement ce que les mathématiques impliquent lorsque le marché est déchaîné. Et voici le point essentiel. De larges fourchettes ne signifie pas que la tendance est terminée. Elle signifie que le marché tente de trouver un prix équitable et qu'il est prêt à vous malmener en chemin. Vous observerez également des gaps où le prix clôture à un certain niveau et ouvre bien plus loin. Ces écarts peuvent sembler étranges et souvent le marché revient les combler, non par magie, mais parce que la liquidité revient pour régler les affaires inachevées. Lorsque le prix évolue trop vite, il laisse des niveaux non testés. Plus tard, ces niveaux sont souvent revisités. C'est pourquoi les traders expérimentés parlent de niveaux inachevés sans que cela ne devienne du vaudou. Revenons maintenant au côté physique, car c'est là que la volatilité frappe de plein fouet. Les négociants n'ont pas des bilans illimités. Beaucoup sont configurés pour détenir une quantité normale de stock pour des clients normaux financés par des lignes de crédit classiques. Lorsque le marché se transforme en un torrent, avec des gens qui se précipitent pour acheter tandis que d'autres se précipitent pour vendre, le négociant est pris en étau dans les deux sens. Il doit payer plus cher pour sécuriser le produit et se protéger des mouvements brusques. C'est à ce moment-là que les primes deviennent étranges, que les rachats deviennent défensifs et que l'écart de prix s'élargit de manière surprenante. C'est aussi pourquoi l'idée de vendre maintenant et racheter plus bas semble intelligente jusqu'à ce que vous fassiez les calculs. Sur un marché calme, vous pourriez vous en tirer. Sur un marché sous tension, l'écart devient un péage. Vous pouvez avoir raison sur la direction et quand même perdre car la prime s'est élargie, la décote de rachat s'est accentuée et vous avez payé le péage deux fois. Négocier l'argent physique lors d'un pic de volatilité, c'est comme traverser une autoroute en pleine nuit. Vous pourriez y arriver, mais les chances ne sont pas de votre côté. Maintenant, voici le rebondissement et c'est l'élément clé à retenir. La volatilité ne vous indique pas la direction, elle vous indique l'ampleur des mouvements. La direction, elle, vient des fondamentaux, et c'est là que la situation devient inconfortable pour le système papier. Selon des chiffres récemment publiés sur les tendances des stocks, la quantité d'argent livrable dans les principales catégories de coffres a chuté de manière spectaculaire au cours des dernières années, certaines mesures montrant une diminution de plus de 70% des stocks enregistrés depuis 2020. Que vous appréciez ou non ces données, l'implication est claire. Dans un scénario de tension, la marge d'erreur est plus faible que ce que la plupart des gens imaginent. Ajoutons maintenant le côté de la demande. Pendant des années, le marché de l'argent a traversé des conditions tendues et des déficits répétés. Une estimation majeure de l'industrie prévoyait une demande mondiale d'argent d'environ 1,12 milliard d'onces en 2025 et soulignait la dynamique continue des déficits. Les déficits ne garantissent pas une hausse linéaire, mais ils expliquent pourquoi le marché peut sembler normal pendant un certain temps, puis devenir soudainement sauvage lorsque les acheteurs se présentent tous en même temps. Et la demande ne provient pas seulement des gens qui accumulent des pièces, la demande industrielle est le monstre silencieux de cette histoire. L'énergie solaire, l'électronique, l'électrification, les centres de données, l'argent n'est pas un intrant de luxe, il est fonctionnel. Selon de récentes mises à jour du marché, l'énergie solaire à elle seule a consommé une part significative de l'approvisionnement annuel, souvent citée dans la fourchette des 15 à 20%. Combinez cela avec tout ce qui nécessite de l'argent
et vous comprendrez pourquoi le marché est si sensible aux perturbations. Mais je vais ici remettre en question l'argument aussi facile. Les gens aiment dire que la demande industrielle ne peut pas baisser parce que le monde a besoin d'argent. Le monde a besoin d'argent, oui, mais à des prix suffisamment élevés, les fabricants substituent, économisent, redessinent et reportent. Ce n'est pas de la propagande baissière, c'est ainsi que les entreprises survivent. Certains commentaires récents ont même averti que des prix de l'argent extrêmes pourraient commencer à peser sur la consommation industrielle, en particulier là où la demande atteignait déjà un sommet. Ainsi, le véritable scénario haussier n'est pas que l'argent ne fait que monter. Le véritable scénario haussier est que l'argent est tiré vers le haut par un mélange de peur monétaire et de pénurie physique. Et les corrections peuvent être brutales parce que le marché essaie de trouver un prix qui équilibre tout. Cet acte d'équilibrage, c'est toute l'histoire. Maintenant, je souhaite aborder un point que la plupart des gens ont manqué. L'écosystème des contrats à terme lui-même est en pleine adaptation. Le principal marché américain des produits dérivés a annoncé un nouveau contrat sur l'argent de 100 onces conçu pour répondre à la participation croissante des investisseurs particuliers. Cela signifie que l'intérêt est devenu suffisamment important pour que l'infrastructure évolue. Ce n'est pas une garantie de prix plus élevée, mais c'est un signal que le marché s'élargit et que le public n'est plus uniquement composé des professionnels habituels. Et il y a une autre preuve qui clignote en rouge sans aucun rapport avec les motifs graphiques. Il s'agit du comportement des livraisons dans le monde des contrats à terme sur papier. Lorsque de nombreux contrats sont réclamés pour livraison, le débat entre le papier et le physique cesse d'être théorique. Les discussions récentes sur le marché et les résumés de données ont mis en évidence des milliers de contrats en attente de livraison sur un seul mois, ce qui peut représenter des dizaines de millions d'onces une fois multiplié par la taille du contrat. Ce n'est pas de la spéculation de petits investisseurs, c'est du poids réel. Même si vous ignorez tous les messages dramatiques sur Internet, l'appétit pour la livraison est important car le système repose sur une hypothèse. La plupart des traders ne veulent pas des lingots, ils veulent une exposition. Dès que cette hypothèse s'affaiblit, le marché doit réévaluer le privilège d'obtenir le métal immédiatement. Cette réévaluation se manifeste par des primes plus larges, une disponibilité plus restreinte et parfois des épuisements soudains de stock dans des catégories que les gens considéraient comme inépuisables. Permettez-moi maintenant d'aborder la machine à rumeurs virales, car elle va s'intensifier à mesure que les prix fluctueront. Vous verrez des publications affirmant qu'une famille royale, un fonds souverain ou un groupe de très grande fortune est sur le point d'acheter pour des centaines de milliards de dollars d'argent. Parfois, ces histoires sont de pure fiction. D'autres fois, elles sont vaguement basées sur des positions réelles. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas élaborer un plan sur des rumeurs. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les rumeurs comme un déclencheur pour vérifier les signaux du monde réel, les primes, les taux de location, les schémas de livraison, et si l'écart entre les marchés continue de crier, pensez à l'échelle. L'argent n'est pas un marché de 1000 milliards de dollars comme certains indices obligataires géants. Il est plus petit, et c'est pourquoi une demande incrémentale importante peut le faire bouger violemment. Cela fonctionne dans les deux sens. Des achats massifs peuvent le propulser, des prises de bénéfices importantes peuvent le faire chuter. Le mouvement ne consiste pas seulement à avoir raison, il s'agit d'être positionné de manière à ne pas être forcé de sortir lorsque le marché fait ce qu'il fait toujours. Il essaie de vous secouer. Une analyse récente a mis en évidence une courte période début janvier où plus de 30 millions d'onces ont été retirées pour livraison à une quantité suffisante pour représenter une part significative de ce qui était répertorié comme stock livrable immédiatement. Je ne dis pas que les coffres sont vides. Je dis que les fluctuations peuvent devenir spectaculaires lorsque quelques grands acteurs décident qu'ils préfèrent détenir des lingots plutôt que des promesses.
Et cela est lié à un autre signal sous-estimé, le taux de location implicite. En substance, le coût annualisé pour emprunter de l'argent physique s'est maintenu autour de 3%, un niveau élevé par rapport à un marché équilibré où les taux de location avoisinent zéro. On n'observe pas une pression soutenue sur les taux de location si l'offre physique est abondante sans effort. C'est la rareté qui est intégrée dans le prix sans qu'une conférence de presse ne l'annonce. Maintenant, voici une subtilité de timing dont presque personne ne parle. Les fermetures prolongées des marchés pendant les jours fériés dans les grands centres de trading peuvent déclencher des prises de bénéfices. Non pas parce que la thèse de fond est brisée, mais parce que les grands traders ne veulent pas d'exposition lorsque la liquidité s'amenuise. Certains analystes ont spécifiquement signalé des risques autour de la longue fermeture des marchés liée à la période du Nouvel An lunaire. C'est pourquoi vous pouvez croire à l'histoire à long terme tout en respectant les turbulences à court terme. Et si vous vous demandez pourquoi l'or fait partie de l'histoire, rappelez-vous que la course folle de l'or a alimenté le réflexe des actifs tangibles sur l'ensemble du marché. L'or a atteint de nouveaux records et l'argent a suivi avec encore plus de violence. Lorsque l'or mène une transaction motivée par la peur, l'argent suit souvent avec une personnalité plus marquée car c'est un marché plus petit et il est plus facilement bousculé. Alors, si le marché entre dans une nouvelle ère, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ici, j'ai besoin d'honnêteté. Êtes-vous sur l'argent parce que vous pensez pouvoir le revendre dans 2 semaines ou parce que vous croyez que les règles de l'argent sont en train de changer? Dites-le en commentaire. Êtes-vous un trader ou un détenteur à long terme? Revenons maintenant à l'idée que les banques sont en faillite, car elle est souvent lancée de manière imprécise. Les banques ne font généralement pas faillite parce qu'une météorite frappe le bâtiment. Elles échouent à cause de déséquilibres. Passifs à court terme, actifs à long terme. Et surtout, la confiance, le système de réserve fractionnaire signifie que les banques ne conservent qu'une fraction des dépôts en tant que réserve et prêtent le reste, ce qui, en temps normal, stimule le crédit. Ce système peut fonctionner pendant des décennies jusqu'à ce que la confiance soit mise à l'épreuve. Et voici ce que les gens n'aiment pas. Tout le système suppose que tout le monde ne demande pas la même chose au même moment. La plupart du temps, cette hypothèse tient. Mais lorsque la peur s'installe, les hypothèses sont soumises à un test de stress. Et lorsque les hypothèses sont mises à l'épreuve, les actifs tangibles commencent à paraître beaucoup moins désuets. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, cela signifie-t-il que la monnaie fiduciaire disparaîtra demain? Non, les systèmes fiduciaires sont résilients parce que les gouvernements disposent d'outils, de réglementation, de mécanismes d'urgence et de la capacité de changer les règles en cours de partie. Le risque plus réaliste n'est pas que l'argent papier disparaisse. Le risque est qu'il continue d'exister, mais qu'il achète de moins en moins, tandis que le système tente de se rafistoler avec de nouvelles politiques et de nouveaux récits. C'est le contrepoint sceptique qui vous garde les pieds sur terre. La vision apocalyptique génère des clics, mais c'est la réalité de la lente érosion qui épuise les gens. L'inflation n'a pas besoin de faire la une des journaux chaque jour pour vous ruiner. Elle a juste besoin de grignoter silencieusement votre pouvoir d'achat pendant que vous êtes distrait. Et tant que nous parlons de rafistoler le système, abordons les banques centrales. L'une des histoires sous-estimées de ces dernières années est à quel point il est devenu coûteux de gérer les bilans lorsque les taux d'intérêt ont fluctué. Lorsque les taux directeurs augmentent, les banques centrales peuvent finir par payer plus sur les réserves qu'elles ne gagnent sur les anciens actifs à faible rendement. Aux États-Unis, les derniers documents publics disponibles décrivent un actif différé qui reflète des pertes cumulées qui doivent être récupérées avant que les versements ne reprennent. Pourquoi cela importe-t-il pour l'argent? Parce que c'est une question de confiance. Lorsque les gens réalisent que les institutions censées être stables et ennuyeuses affichent d'importantes dépréciations et des pertes comptables considérables, ils commencent à poser des questions inconfortables comme quel est le coût réel de la stabilité
lorsque la facture arrive plus tard. Et cela ne concerne pas seulement les États-Unis. Des pertes significatives ont également été signalées par de grandes banques centrales à l'étranger. Cela ne signifie pas qu'une banque centrale fait faillite comme une entreprise ordinaire, mais cela signifie qu'elles ne sont pas des magiciens tout-puissants. Elles ont des limites de crédibilité, et la crédibilité est la monnaie derrière la monnaie. Revenons à l'argent. Lorsque la crédibilité est remise en question, les gens recherchent des actifs qui ne nécessitent pas de confiance en un comité. L'or remplit ce rôle. L'argent aussi, à ceci près que l'argent possède un second moteur. Il est consommé. L'or, lui, reste majoritairement inactif. L'argent est utilisé, dispersé et pas toujours recyclé de manière économique. C'est pourquoi l'argent peut se comporter comme un métal monétaire un instant et comme une matière première industrielle l'instant d'après. Alors, qu'en est-il du récit selon lequel la suppression est terminée? Voici mon point de vue. Les marchés peuvent être influencés, les incitations comptent, mais transformer cela en une histoire de méchants de bande dessinée est trop simpliste. Ce qui se passe réellement, c'est que les marchés papier fixent un prix de référence jusqu'à ce que les frictions physiques deviennent trop évidentes pour être ignorées. Alors apparaissent les primes, les écarts, les retards de livraison et les divergences entre marchés qui vous indiquent que le prix de référence est sous tension. Si vous voulez un exemple clair, repensez à la prime intermarché dont nous avons parlé plus tôt. L'argent se négociant à un prix nettement plus élevé dans certains centres étrangers. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un signal, c'est le monde réel qui tape sur l'épaule du monde papier en lui disant: êtes-vous sûr d'avoir correctement évalué cela? Maintenant, la comparaison historique. Je sais que certains d'entre vous s'écrient: c'est comme en 1980 ou c'est comme en 2011. Voici le problème. Si vous ne regardez que la forme du graphique, tout semble identique. Un mouvement parabolique est un mouvement parabolique. Mais lorsque vous ajustez les chiffres à l'inflation, l'histoire change. Plusieurs calculs à long terme situent l'équivalent ajusté à l'inflation du pic de l'argent de 1980 autour des 100 dollars élevés l'once en monnaie actuelle. Donc si l'argent avoisine les 110 dollars, on peut soutenir que nous sommes plus proches de ce pic ajusté à l'inflation que ce que les gens supposaient, mais cela ne signifie pas automatiquement un sommet, car 1980 était un monde différent, structure de marché différente, canaux de levier différents, réglementations différentes et une empreinte industrielle bien plus petite. L'économie électrifiée moderne utilise l'argent de manière qui n'existait pas à l'époque. En même temps, ne soyez pas trop confiants. Lorsque les marchés montent à la verticale, ils peuvent punir brutalement les acheteurs tardifs. C'est pourquoi, je répète le même message, n'achetez pas en panique et ne vendez pas en panique. Décidez ce que l'argent représente dans votre monde. Est-ce une assurance? Est-ce une transaction? Est-ce une réserve de valeur à long terme? Votre comportement doit correspondre à votre raison. Parlons d'une autre comparaison que les gens adorent: l'argent contre les crypto-monnaies. Voici la vérité. Selon la période exacte, l'argent peut sembler avoir égalé ou dépassé certains rendements des crypto-monnaies et d'autres fois, il peut être à la traîne. Les graphiques choisis sélectivement sont un piège. La question la plus importante est de savoir contre quoi chaque actif est conçu pour vous protéger. Les crypto-monnaies sont un pari sur les réseaux, l'adoption et la tolérance politique. L'argent est un pari sur la rareté, l'utilité et la méfiance. Des paris différents, des risques différents, et l'instabilité est le thème du moment. L'or et l'argent ont atteint des records au milieu de l'incertitude géopolitique et politique. Et cela vous indique que le réflexe des actifs tangibles n'est plus une idée marginale. Les gens abandonnent l'hypothèse selon laquelle les obligations et les liquidités sont automatiquement sûres pour adopter l'idée que les choses réelles comptent lorsque la confiance vacille. Alors, que faire de tout cela?
Premièrement, concentrez-vous sur le processus, pas sur la prédiction. La prédiction vous rend accro au fait d'avoir raison. Le processus vous maintient en vie. Mon processus est simple. Je refuse de prendre des décisions basées sur des rumeurs anonymes. J'examine les écarts de prix, la disponibilité, la volatilité et les incitations. Ensuite, je dimensionne mes actions de manière à ce qu'une correction ne puisse pas ruiner ma vie. Deuxièmement, reconnaissez le piège de prendre des bénéfices juste pour vous sentir intelligent. Si vous vendez parce que vous avez besoin de l'argent, c'est une raison valable. Si vous vendez parce que vous avez peur et que vous ne savez pas ce que vous possédez, c'est le marché qui vous secoue. Décidez de votre motivation avant d'appuyer sur le bouton. Troisièmement, rappelez-vous qu'il existe des acteurs plus importants que vous et qui ne sont pas émotifs. Lorsque l'argent est rare à un endroit et cher à un autre, quelqu'un couvre une chaîne d'approvisionnement, constitue des réserves ou protège un bilan. Ce n'est pas un mème, c'est ainsi que l'économie réelle fonctionne. Maintenant, je souhaite revenir sur l'idée de la fin de la monnaie fiduciaire, mais d'une manière qui vous aide plutôt que de simplement vous effrayer. La fin de la monnaie fiduciaire est une expression dramatique. Ce qui est plus probable, c'est une longue période où la monnaie fiduciaire perdra de sa crédibilité et où les gouvernements réagiront avec une monnaie plus complexe, davantage de rails numériques, plus de règles et plus d'incitations à maintenir la richesse à l'intérieur du système. Dans ce monde, les actifs physiques, en particulier les petits actifs physiques divisibles, peuvent devenir plus importants et non moins. C'est pourquoi l'argent est important, non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est tangible. Il ne nécessite aucune permission, aucun mot de passe, aucun serveur. Et si jamais vous aviez besoin d'un rappel que les actifs financiers sont au final des créances, observez ce qui se passe en cas de crise. Les créances sont restreintes, les objets sont échangés. Alors, voici ma question pour vous et je veux une réponse sincère dans les commentaires. Si l'argent recule fortement de 10, 15, voire 20 dollars en une semaine, y voyez-vous une raison de fuir ou une opportunité de vous positionner? Bien, concluons cela sereinement, car l'objectif de cette chaîne est de favoriser une pensée claire lorsque le monde devient bruyant. L'argent bouge comme un marché qui tente de se réévaluer. Les primes intermarchés suggèrent une tension réelle sur l'accès au métal. La volatilité indique que le chemin sera semé d'embûches. Le contexte macroéconomique, endettement, incertitude politique et cicatrices des bilans des banques centrales expliquent pourquoi les gens se tournent vers les actifs tangibles. Mais rien de tout cela n'est une autorisation de se comporter comme un fou. Ne courez pas après les prix, ne vendez pas n'importe comment, ne laissez pas l'orgueil guider vos décisions, établissez un plan qui correspond à votre vie. Le travail du marché est de transférer la richesse des impatients aux patients. Restez calme, restez curieux et ne laissez pas la foule envahir votre esprit. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'argent est en train de redéfinir les règles ou croyez-vous qu'il ne s'agit que d'un autre cycle qui ramènera tout le monde à l'humilité? Et enfin, la note évidente mais nécessaire. Je partage ma perspective à des fins éducatives uniquement. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne connais pas votre situation personnelle et je ne vous dis pas d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Réfléchissez par vous-même, vérifiez vos chiffres et prenez des décisions avec lesquelles vous pouvez vivre, surtout sur des marchés qui évoluent si rapidement